2025 et qui dit nouvelle année dit bilan de tout ce qui a pu se passer en 2024. Et cette année, je ne vous ferai pas de playlist musicaux, de mes coups de cœur musicaux de 2024 puisque je n'avais pas la motivation de chercher un site pour pouvoir télécharger les vidéos, vous faire un montage de playlist assez long à faire. Et à chaque fois, il faut que je trouve mes 30 artistes les plus écoutés de 2024. Bref, c'est un petit peu compliqué, je n'ai pas vraiment la motivation de vous le faire cette année. Et du coup, on se concentre tout de suite sur mes coups de cœur, déceptions et très bonnes surprises inattendues en lecture. Et demain ou ce week-end, je vous publierai mon bilan top 10 coup de cœur drama, puisque j'étais complètement à la ramasse côté série, donc ce sera essentiellement des dramas dans cette partie-là de mes bilans. Et je profite de cette introduction pour vous signaler que j'ai créé un challenge de lecture en compagnie de Lucienne du blog Lumière. Oui, c'est la même qui fait les calendriers de l'avant spécial drama et qui fait aussi les rattrapages drama et rattrapages films asiatiques chaque année. Maintenant, depuis presque 10 ans, je crois que pour les dramas, c'est la 10e année qu'elle le fait cette année. Et on se disait qu'il manquait la même chose pour les livres. Donc on a fait un rattrapage lecture pour la première édition cette année. Donc ça ne concerne que les auteurs asiatiques ou les livres qui se passent dans un pays asiatique, puisqu'on s'est dit qu'en termes d'auteurs asiatiques qui sont traduits en français, il n'y en a pas tant que ça, on allait vite faire le tour. Donc on s'est dit que autant inclure aussi tous les livres qui se passent en Asie, dans toute l'Asie. Vous pouvez très bien aller dans l'Asie de l'Est, dans l'Asie de l'Ouest, mais par contre attention, on n'inclut pas tout ce qui est Orient, donc pas Inde, tout ce qui est fantaisie indienne, tout ça, ça ne rentre pas dedans, c'est vraiment 100% asiatique. Et vous avez du coup un palier à choisir, minimum c'est 50 points, vous montez de palier en palier de 50 points en 50 points, vous pouvez faire sur toute l'année 50 points, vous pouvez changer une seule fois de palier si vous vous rendez compte que le palier que vous avez choisi est trop pour vous ou que vous avez déjà atteint vos points et que vous voulez vous challenger un peu plus. Vous pouvez changer une seule fois et vous pouvez vous inscrire jusqu'au 30 juin sur l'article du blog de Lucienne que je vous mets en barre d'infos. Donc voilà pour le challenge, elle vous explique tout ça sur son article bien mieux que moi puisqu'elle a l'habitude avec les challenges rattrapage drama et rattrapage film de vous expliquer comment tout cela fonctionne, le système de points, les points bonus. Chaque mois il y a des lectures communes qui seront organisées en suivant des consignes en particulier. Donc là par exemple pour le mois de janvier, la lecture commune, c'est Le Grand Maître de la cultivation démoniaque, le roman pour le tome 1, puisqu'il faut faire une lecture commune sur un livre qui a été adapté en drama ou en film, et dont le drama et le film ont eu un très grand succès. Donc on a choisi celui-ci pour la lecture commune de janvier, et chaque mois aussi pour les points bonus, il y a des consignes que vous pouvez ou non suivre pour avoir les points bonus. Donc pour janvier par exemple, c'est lire des livres avec une couverture bleue. Donc voilà, il y a toujours ce système de points bonus, il y a des points de base que vous pouvez avoir juste en lisant un livre, en changeant de pays à chaque fois, en changeant d'année. Voilà, c'est le principe. Je vous laisse découvrir tout ça sur le blog de Lucienne. Et donc nous, on va commencer avec le top 5 déceptions pour cette fois. Comme ça, on va passer les déceptions et on va se concentrer sur le meilleur par la suite. On commence malheureusement en 5e position avec La Semeuse de rêves, enfin Semeuse de rêves tout court, publiée aux éditions Plume Blanche. Malheureusement, ça n'a pas fait avec moi, c'est vraiment de la fantaisie très jeunesse et je l'ai ressenti tout du long et c'est vrai que je n'ai plus trop l'habitude de lire de la jeunesse. Alors des fois, ça marche totalement avec moi, tout comme j'avais eu un énorme coup de cœur pour Ceux qui ne peuvent pas mourir, ou encore, c'était quoi que j'avais adoré déjà en lecture ado, c'était Cathédrale de Hermine Lefebvre, que j'avais absolument adoré, qui était une de mes meilleures lectures, et c'était pour un public ado. Et ma Semeuse de rêve, malheureusement, ça ne l'a pas fait avec moi. On est en plus de cela dans un univers de fantaisie avec des dragons, et c'est vrai que de base, les dragons et moi, c'est pas non plus une grande histoire d'amour, mais je me suis dit, peut-être que ça peut changer. Et en fait, je l'ai ressenti tout du long par rapport
au nombre de clichés et stéréotypes chez les personnages et dans les avancées d'intrigue où j'avais l'impression de tout deviner de suite. Et effectivement, c'était ça qui se produisait par la suite. Il n'y avait pas de très grande surprise. En quatrième position, là, j'ai plus ressenti le côté déception avec Legend and Net. C'est le cozy fantasy qui est un petit peu passé sur toutes les plateformes de booktube, blog, tout ça dans la communauté littéraire. Legend and Net, c'est le titre de cozy fantasy qui a un petit peu donné ce terme-là aussi. Et je me suis dit, en tant que grande fan de tout ce qui est cozy mystery et en tant que fan de fantasy de base, j'allais accepter, j'allais adorer lire Legend and Net, et en fait, pas du tout. Et je pense que c'est justement le fait qu'il n'y ait aucun enjeu, c'est le principe de tout ce qui est cozy mystery ou cozy fantasy, c'est qu'il n'y a pas de grand enjeu autour des personnages. On n'a pas un univers à sauver, on n'a pas des quêtes de ouf à résoudre. Enfin voilà, c'est des lectures feel good. Et là, par exemple, dans Legend and Net, c'est une orque qui, après des années de combat et de quêtes à avoir résolu et réussi, veut prendre sa retraite et veut ouvrir un café dans son univers de fantasy. Elle se met pour cela en duo avec une succube, et en fait on va suivre ce duo de personnages qui vont tout faire pour pouvoir ouvrir leur café. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce qui résume le livre. Donc comme vous pouvez le constater, il n'y a pas énormément d'intrigue non plus. Donc tout ce qui peut faire que j'aime cette lecture-ci, c'est de m'accrocher finalement aux personnages, et ça n'a pas été le cas non plus. Je n'ai pas du tout accroché aux personnages. C'est pas qu'ils ne sont pas bons, c'est que je ne me suis pas attachée à eux en fait. Et je pense que c'est aussi dû en grande partie au style d'écriture de l'auteur. Autant par exemple vous prenez les Annales de Disque-Monde, il y a ce côté feel good aussi, et la plume de l'auteur, la plume de Terry Pratchett fait que j'accroche totalement, et que j'accroche aussi totalement aux personnages. Alors il y a un côté plus enjeu aussi dans les Annales du Disque-Monde, mais voilà, il y a aussi ce côté cosy, et j'ai pas du tout retrouvé que ce soit l'humour, que ce soit la plume de l'auteur. J'ai pas du tout retrouvé ça dans Legend and Net, et du coup ça m'a un petit peu déçue, puisque j'ai carrément abandonné ma lecture, tout comme ça ne l'a pas fait non plus avec Les Chats des Neiges ne sont plus blancs en hiver, en troisième position. Je m'y attendais un petit peu parce que beaucoup d'avis dans Les Chats des Neiges ne sont plus blancs en hiver sont très mitigés, et je rejoins totalement ces avis-là. En fait, le livre est paru comme étant considéré de la parodie de fantasy. Et ce qui n'avait pas trop marché avec la communauté de lecteurs de fantasy, c'est que c'est le premier livre de l'autrice. Et du coup, quelle était sa motivation de sortir pour un premier livre une parodie de fantasy? Est-ce que c'était déjà une passionnée avant? Est-ce que c'est juste pour se moquer du genre? Voilà, on ne savait pas trop où se situer. Et encore une fois, pour prendre l'exemple des Annales du Disque-Monde, on voit tout de suite le côté parodie, parce qu'à aucun moment Terry Pratchett ne se prend au sérieux dans son univers avec ses personnages, ses jeux de mots, tout est drôle. Et même à travers sa plume, tout est drôle. Alors que là, ce n'est absolument pas le cas dans cet univers-ci. C'est vraiment un univers sérieux, avec des personnages sérieux, des intrigues sérieuses. Il y a vraiment des gros enjeux dans les intrigues. Et du coup, on n'a pas trop ce côté parodique où on est censé rire pendant notre lecture. Pour moi, c'est ça une parodie. Et là, c'est justement une succession de clichés qui fait que c'est de la parodie. Et notamment aussi de stéréotypes côté personnage. On a vraiment le très gros méchant et le héros qui est fort et à qui tout réussit. Voilà, c'est vraiment ce côté-là où on ressent le côté parodie, mais du coup avec le côté sérieux des intrigues et de l'univers et des personnages, j'arrivais pas trop à me situer dans ma lecture, donc c'est pour ça qu'il se retrouve dans ce top 5 malheureusement des déceptions. Et une autre lecture qu'elle j'espérais vraiment avoir un très gros coup de cœur, ou en tout cas aimer, c'est La fille invisible, un thriller public ado. Là encore, j'espérais vraiment avoir le même coup de cœur que j'ai eu pour Cathédrale, le même coup de cœur inattendu, en fait, justement parce que ça ciblait un public ado et donc c'est pas ma cible. Et comme j'aime tout ce qui est thriller et que je recherche justement des thrillers pour ados parce qu'il n'y en a pas tant que ça, et que pour les conseiller quand on est en bibliothèque,
c'est pas évident de trouver des thrillers pour ados. Du coup, j'avais lu celui-ci en espérant avoir un coup de cœur et en fait, pas du tout. Et là aussi, c'est aussi dû à une succession de clichés et de stéréotypes chez les personnages. La seule chose qui m'a un petit peu surprise, c'est qu'il n'y a pas de romance entre le duo principal. Voilà. Donc ça, déjà, c'est bien de ne pas avoir joué sur le cliché de on est meilleurs amis et finalement on se retrouve amoureux en couple. Ça, non, il n'y a pas. Et justement, dans La fille invisible, bah, le duo, il y en a un qui veut à tout prix résoudre l'affaire puisqu'il était amoureux de la fille qui est retrouvée morte dans le livre. Donc, il veut savoir pourquoi elle est décédée. Donc voilà, c'est la seule raison pour laquelle il est prêt à accompagner sa meilleure amie dans son enquête, sa meilleure amie dont les parents, je crois qu'il y en a un qui est policier et une qui est médecin légiste, il me semble. Donc elle est totalement dans ce monde-là. Succession, comme je le disais, un petit peu de clichés. Il y a eu une adaptation Netflix, si ça vous intéresse, que vous ne voulez pas trop lire le roman. Il y a eu une adaptation Netflix, je crois, en série, il me semble. Ouais, en fait, j'ai retrouvé un petit peu le côté élite. Alors, autant élite, j'avais bien aimé, parce que l'histoire se passe aussi en Espagne. Autant élite, j'avais bien aimé la série. Autant là, bah, je suis restée de marbre, en fait. Je suis restée de marbre. C'est ni trop une déception non plus, mais comme j'ai rien ressenti pendant toute ma lecture, bah, du coup, c'est pour ça que je l'ai mis en deuxième position de ce top 5 déception. Et ma plus grosse déception, il s'agit du Secret de J que j'ai lu pour le premier tome en janvier et que j'ai lu en mars, pardon, j'ai lu le premier tome en mars et j'ai lu le tome 2 ou 3 mois après. Et du coup, je n'irai pas les autres cycles puisque ça a été une grosse déception pour moi. Alors, pas du tout dû à la plume de l'auteur. Pour le coup, j'ai adoré la plume de l'auteur et c'était ça qui m'a fait rester jusqu'au bout parce que l'auteur écrit très bien. C'est vraiment un style de narration comme un conteur qui compte vraiment. Il y a un côté très mélodieux dans la plume que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Mais par contre, on a vraiment l'impression que c'est publié, que ça a été publié au début des années 2000, début des années 90, quand il y a eu vraiment l'essor de la fantasy, alors que pas du tout, c'est beaucoup plus récent que ça. Et même moi, j'étais surprise de découvrir que ça a été publié après les années 2010. C'est vraiment une succession de clichés, de personnages clichés et hyper stéréotypés en plus, qui fait que j'étais hyper déçue de l'évolution. Justement, j'attendais une évolution. Je me suis dit, ça va pas rester comme ça tout le long. Et certes, il y a une évolution, mais elle n'est pas aussi grande que ce à quoi j'espérais. Après, par contre, je conseillerais tout à fait cette duologie pour les gens qui veulent découvrir la fantasy. Pour le coup, comme c'est très bien écrit, je pense que ça peut être un très bon début pour découvrir la fantasy. Mais pour moi, qui en ai lu beaucoup, ça a été une très grosse déception pour moi, du coup, parce que j'avais un petit peu trop d'attentes dessus. Donc, on va passer au coup de cœur maintenant. On va passer au top 5 coup de cœur. On va être un peu plus dans des lectures réjouissantes de l'année. Et on commence tout de suite à la 5e position avec le premier tome des Extraordinaires de T.J. Klune, bien sûr. Parce que je pense que de toute manière, il y aura au moins un roman de T.J. Klune dans mes coups de cœur lecture chaque année, je pense. C'est un petit peu devenu la tradition. Et tout comme le roman à la 4e position, mais on va y arriver. Donc les Extraordinaires, on suit des aventures de super-héros, et comme d'habitude dans T.J. Klune, c'est très feel good, ça ne fait pas réfléchir, ça se lit tout seul, c'est vraiment des lectures très cocooning, avec des personnages auxquels on ne peut que s'attacher, et c'est le cas de ces 3 personnages principaux que l'on suit, et notamment principalement un duo de personnages qui sont contre le 3e personnage, mais bon, je ne vais pas trop vous en dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous aimez les super-héros, foncez lire Les Extraordinaires, parce que c'est tout ce que je voulais lire, justement. Je cherche des romans de super-héros, puisque en fait, ça me manque un petit peu, les super-héros à la Superman, tout ça. Vraiment ceux qui ont des super-pouvoirs et qui font des quêtes incroyables. Et c'est ça que je recherchais comme lecture depuis quelques temps. Et du coup, je suis totalement tombée dedans, dans Les Extraordinaires. J'ai pas encore lu le tome 2, j'aimerais beaucoup me le procurer, du coup, parce que ça a été un immense coup de cœur. Une immense bouffée d'air aussi, parce que c'est ça, t'as le sourire tout du long. Et peu importe les clichés, pour le coup, je me suis totalement laissée prise dedans.
emporté par l'histoire, emporté par les personnages, même si effectivement c'est bourré de clichés, mais on s'en fout parce que la plume de TJ Klune fait que j'ai accroché quand même. Et en quatrième position, on a encore une autrice qui est présente dans mes coups de cœur depuis quelques années maintenant, La bénédiction des cieux, écrit par Moxion Tangxiu, qui fait notamment Le grand maître de la cultivation démoniaque, ma saga de fantasy ultime préférée de tous les temps. Et j'ai adoré, et encore une fois, j'ai adoré. Alors, il y a une autre saga d'elle que j'ai découvert cette année et ça n'a pas été le même coup de cœur. C'est Ascum Village Assassin, je ne sais plus trop quoi, un titre long en anglais. Et j'ai bien aimé, mais j'ai pas eu le coup de cœur que j'ai eu, le même coup de cœur que j'ai eu pour La bénédiction des cieux. Et vraiment, ce premier tome, j'ai adoré redécouvrir du coup l'animé que j'avais vu, qui est publié sous le nom de Even Blissing, officiel Even Blissing, un truc comme ça, qui a fait pas mal parler de lui. Et du coup, j'avais très très hâte de lire le roman. Ça a été un énorme coup de cœur pour moi. C'est comme TJ Klune en fait, ça se lit tout seul aussi. Alors c'est un peu plus complexe en termes d'univers et d'intrigue que les extraordinaires, qui vraiment, comme je le disais, ça fait pas vraiment réfléchir. Il y a quand même un petit peu de suspense dans les extraordinaires sur les rôles de certains personnages. Il y a un petit peu de suspense là-dessus, mais La bénédiction des cieux, même si ça se lit tout seul, ça se lit tout seul pour les grands fans de fantasy, parce que sinon en termes d'histoire c'est un peu plus compliqué. C'est des intrigues beaucoup plus complexes, avec des personnages beaucoup plus complexes aussi, mais j'adore, c'est vraiment le style que j'adore chez Moxion Tangxiu, qui fait que j'accroche tout de suite à ces univers de fantasy. Et voilà, j'ai adoré découvrir à nouveau sa plume dans cette nouvelle saga. Et le tome 3, on est enfin dans de la littérature francophone pour le coup. Il s'agit de Capital Sud, le tome 1 de Claire Duvivier, que j'avais déjà découvert pour son tout premier roman, Un long voyage, ou Un si long voyage, qui avait déjà été un coup de cœur. Et pour Capital Sud, j'ai encore une fois succombé à la plume qui est incroyable de Claire Duvivier. J'adore la plume de cette autrice. C'est une saga de fantasy qu'elle écrit en binôme avec son mari, Guillaume, qui a un très long nom, un peu imprononçable pour moi, qui lui s'occupe de Capitale Nord. Une de mes prochaines lectures, ça va être de découvrir le tome 1 de Capitale Nord. Là, Capitale Sud, vraiment, j'ai adoré l'ambiance de fantasy qui est là aussi un peu plus complexe que dans La bénédiction des cieux. Il y a un côté beaucoup plus politique et un côté plus complotiste aussi, que j'ai beaucoup aimé retrouver. Et des personnages qui sont très très bien décrits aussi, qui ont une très bonne évolution. Je vous fais pas trop les résumés, je me rends compte depuis le début de la vidéo, mais si vous voulez lire les résumés, je vous mets à chaque fois les liens en barre d'infos. Et vraiment, ça a été une découverte incroyable en termes d'univers de fantasy, puisque ça change justement des univers de fantasy dont j'ai l'habitude de voir. C'est un univers, je sais pas comment le décrire, mais que je n'ai pas l'habitude de retrouver en fantasy, et c'est cette nouveauté-là qui fait que j'ai adoré et qu'il est sur la 3e marche de mon podium. Top 2, et ben, il s'agit des archives des collines chantantes. C'est à nouveau de la fantaisie chinoise. J'adore la fantaisie chinoise depuis que j'ai découvert le genre. Et là, on est dans un univers un peu plus original aussi, puisqu'on suit des animaux anthropomorphismes. Donc les personnages sont des animaux. On suit le personnage de Shi, qui est un elfe et qui voyage dans son univers de fantaisie pour récupérer les légendes, les mythes et fables, tout ça, même des faits divers qui se sont transformés en légendes dans son univers de fantasy et qui sont inspirés des vrais mythes et légendes chinoises et fables chinoises. Et c'est divinement bien écrit. Vraiment, la traduction, elle est géniale. Et ça a été un immense coup de cœur vraiment pour beaucoup de mes collègues. C'était
le gros coup de cœur dans le genre fantasy. Donc vraiment, si vous voulez débuter, même pour débuter dans la fantasy chinoise, les archives des collines chantantes, ce sont des romans très courts. Il y en a 4 et vraiment j'ai lu les 4 en une soirée. Donc ça se lit très vite. C'est vraiment une saga de fantasy que je vous conseille de tout cœur. Alors c'est un petit peu plus complexe de compréhension parce qu'il y a un peu plus d'images du coup dans les légendes et les mythes qui sont racontés. Il faut quand même trouver la morale de l'histoire et chacun peut les interpréter comme il veut. Donc c'est ça aussi que j'ai adoré, c'est que chacun peut comprendre la morale comme il veut. Donc c'est vraiment ça aussi qui fait que j'ai adoré. Et enfin, mon plus gros coup de cœur de cette année, il s'agit du tome 1 du livre d'Ether Mani. Et j'ai adoré découvrir la plume de John Gwynne sur ce roman-ci, sur cette saga-ci. J'ai qu'une seule hâte, c'est de lire le tome 2. Et j'ai encore le roman qui est très frais dans ma tête, alors que je l'ai lu vraiment au début d'année, je crois que c'était mars ou avril par là. Mais ça remonte de plusieurs mois et l'univers est encore très frais dans ma tête, donc c'est pour ça que je veux vraiment découvrir le tome 2 enfin, incessamment sous peu. Et on est dans un univers de fantasy qui peut sembler très stéréotypé à première vue, puisqu'on est sur la thématique de prophétie avec des élus, sauf que pour le coup, les élus ne savent pas qui sont les élus et ils ne savent pas qui combat le bien et qui combat le mal. Donc même s'ils savent qui sont les élus, ils ne savent pas s'ils sont dans le bon camp ou pas, en fait. Et c'est le côté un petit peu plus original, on va dire, par rapport à tout ce qui est prophétie et élus et tout ça, quoi. Mais sinon, on reste sur les bases classiques de la fantasy, avec des personnages plus ou moins classiques aussi. On est vraiment dans un univers un petit peu à la Game of Thrones, où c'est vraiment un univers de fantasy qui est en guerre, avec des personnages qui sont loin d'être tout blancs, loin d'être tout noirs. C'est des personnages qui doivent prendre des décisions compliquées, qui ont des évolutions folles à venir. C'est pour ça que j'ai envie de lire le tome 2, parce qu'il y a certains personnages, je m'imagine déjà leur chemin tout fait dans ma tête, et du coup je vais absolument découvrir si ça va être le cas ou pas. Donc vraiment le tome 2 il va être lu je pense janvier ou février, parce que je ne peux pas attendre. J'ai trop aimé découvrir cette saga-ci, et je sais que John Gwynne il a écrit d'autres choses qui me font trop envie également. Et donc pour mon top 5 des très bonnes surprises inattendues, donc que j'ai séparé de mes coups de cœur, puisque je ne m'attendais pas forcément à aimer ces romans-ci, et en fait ça a été des coups de cœur incroyables. En 5e position, c'est Cemetery Boys. Pour le coup il est 5e parce que justement c'est un public ciblé ado, et que vous avez pu le voir dans les déceptions, il y a quand même 2 romans publics ciblés ado qui s'y trouvent. J'ai pas l'habitude, voilà, d'aimer maintenant lire des romans ciblés ados, mais par contre Cemetery Boys j'ai adoré. C'est Adrienne Thomas je crois qui l'écrit, et je crois qu'à chaque fois cet auteur-ci insère justement la thématique LGBT dans ses romans de fantasy ou fantastique, et c'est le cas ici. Et vraiment j'ai adoré l'univers, c'est totalement le genre de roman à lire aux alentours d'Halloween, vraiment avec cette ambiance Halloweenex, avec des fantômes, avec un côté cimetière, avec vraiment c'est génial à lire en période d'Halloween. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs, je l'ai lu en octobre et j'ai adoré le découvrir en octobre. Et vraiment c'est toute une ambiance, c'est toute une plume, c'est ça qui fait rentrer directement dans l'univers, parce qu'en soi ça reste un petit peu classique comme intrigue, et même les personnages le sont, mais il y a aussi un attachement que l'on ressent à travers les personnages, et un côté très famille, comme un côté très amical qui est mis en avant, et vraiment j'ai adoré de A à Z. J'ai trouvé que c'était très fluide, vraiment c'était incroyable, c'était incroyable. Et j'ai adoré aussi découvrir, et ça je ne m'y attendais pas du tout, parce que c'est de la science-fiction, c'est même de la hard science-fiction. Il s'agit de Le Meilleur des Mondes. Et oui, je ne m'attendais pas du tout à le mettre dans ce top 5. Et en fait, en regardant toute ma liste de lectures que j'ai pu chroniquer sur YouTube, sur ma chaîne de YouTube cette année, et je me suis rendu compte que finalement, Le Meilleur des Mondes, il fait quand même partie de mes très bonnes lectures, que j'ai le mieux retenu, enfin que j'ai le plus retenu, apprécié en tout cas de faire, et je ne m'y attendais absolument pas pour le coup. Cemetery Boys, je m'y attendais un petit peu parce qu'il y a le côté LGBT qui fait que c'est une thématique que j'aime bien retrouver dans les romans,
et qui est une des rares thématiques en romance qui fait que j'aime lire de temps en temps de la romance. Alors que Le meilleur des mondes, de base, je suis pas science-fiction du tout, et là, c'est vraiment ouais, hard science-fiction. Donc, ouais, j'ai adoré découvrir Le meilleur des mondes et qui m'est resté bien en mémoire, surtout l'introduction, j'en ai déjà parlé dans le calendrier de l'Avent, que je n'ai pas terminé d'ailleurs, mais bon, bref, ça c'est autre chose. Et vraiment, l'introduction, elle m'a marqué pendant des mois, elle me marque encore aujourd'hui, mais tout le reste du roman est incroyable, parce que tout le roman reprend cette introduction-là et les questions que l'on se pose dès l'introduction. Et encore une fois, c'est un roman que l'on est libre d'interpréter comme on veut, mais aussi adoré me faire moi ma propre idée sur ce roman-ci et découvrir au fur et à mesure l'histoire, parce que je n'ai vu aucune adaptation du roman, je ne connaissais pas vraiment l'histoire, vite fait de quoi ça parlait, mais c'est tout quoi. Et du coup, le découvrir comme ça, j'ai adoré, parce que ça fait vraiment partie des classiques de la littérature. Donc j'ai vraiment pu me faire mon propre avis, ma propre interprétation, sans me baser sur une interprétation quelconque. Voilà, c'est vraiment un roman auquel je ne m'attendais absolument pas à apprécier, et donc c'est pour ça que j'en parle dans ce top des très bonnes surprises inattendues. Tout comme je ne m'attendais pas à apprécier autant la plume de Pete Fromm dans La vie en chantier. Vraiment, La vie en chantier, c'était une immense découverte pour moi, totalement inattendue aussi. Franchement, je ne m'attendais absolument pas, parce que il n'y a pas d'action, c'est vraiment plus une littérature contemplative pour le coup, très nature writing, puisque tous les romans de Pete Fromm se passent dans la nature, et là c'est le cas aussi. Et j'ai adoré suivre cette vie de famille, et je pense que c'est vraiment dû au fait que pour le coup je me suis vraiment attachée au personnage. C'est vraiment le genre de roman, si vous ne vous attachez pas au personnage, je vois pas comment vous pouvez apprécier le roman en fait. Il n'y a que ça qui peut faire. Et la plume de Pete Fromm, soit vous accrochez, soit vous n'accrochez pas, je pense. J'ai vu des avis, autant j'ai adoré les romans de Pete Fromm, autant j'ai détesté les romans de Pete Fromm. Et moi, pour le coup, ça a totalement marché avec moi. Et j'aimerais beaucoup en lire d'autres, puisque j'ai fait découvrir l'auteur à ma mère aussi, qui, pour le coup, elle a lu 3 romans de l'auteur en un an et elle a adoré les 3. Donc voilà, je pense, lire les autres qu'elle a beaucoup aimé aussi. Et tout comme, bien sûr, celui-ci, je pense que vous vous y attendez parce que j'en ai quand même beaucoup parlé, La laitière de Bangalore. Pareil, je ne m'y attendais pas du tout. J'ai découvert la littérature indienne avec La laitière de Bangalore. Et franchement, c'était une immense surprise inattendue pour moi. Je ne m'attendais absolument pas à accrocher cette ambiance-là. Je pense que pour le coup, l'humour et la légèreté avec la plume de l'autrice fait que j'ai autant apprécié le roman. Mais aussi les personnages, là aussi, c'est tout un groupe de personnages auxquels on ne peut que s'attacher. Moi, je me suis beaucoup, surtout attachée au duo principal, donc qui est un duo 100% féminin pour le coup, et je me suis beaucoup attachée à elle. Je me suis aussi beaucoup attachée à l'humour justement présent dans le livre, et c'est assez rare pour moi que je rigole en lisant. Les seuls livres où ça me l'avait fait, c'était Les Détectives du Yorkshire et Les Annales du Disque Monde. Sinon, je ne rigole jamais quand je lis, et là, j'ai ri à plusieurs reprises. Donc c'est vraiment très très rare, et c'est pour vous dire à quel point cette lecture m'a marqué, c'est que je me rappelle encore très très bien de certains dialogues que j'ai lus il y a pourtant quelques mois, et ça m'arrive rarement pour le coup. Mais rien ne surpasse ma plus grosse surprise de l'année, auquel je ne m'attendais absolument pas, parce qu'il s'agit de la romance contemporaine, il s'agit de Océan et d'Emma Edmond, et en plus de ça, c'est basé sur une fiction Wattpad, donc vraiment, il n'y avait rien. Il n'y avait rien qui faisait que j'allais adorer ce roman-ci. Et franchement, je sais pas, j'ai lu d'une traite le roman. En une soirée, il était lu. J'étais incapable de le lâcher. J'ai ressenti mille et une émotions, comme ça m'arrive jamais, rarement, pas pour dire jamais, mais très rarement. J'ai senti des larmes couler. Enfin, vraiment, j'ai ressenti des choses en lisant ce livre que je n'ai jamais ressenti de ma vie. Et là aussi, en plus, ça cible un public plutôt adolescent. Alors pour le coup, ça aborde des sujets très rares. Donc je ne mettrai pas entre toutes les mains. Loin de là, franchement, ça aborde des sujets comme tentative de suicide, harcèlement. Vraiment
pas évident du tout à aborder auprès des jeunes, mais c'est tellement bien écrit et c'est tellement bien fait. Franchement, on dirait pas une fanfiction, enfin, c'est pas une fanfiction, on dirait pas une fiction de Wattpad. À aucun moment j'ai ressenti cette ambiance-là qu'on a souvent dans les styles d'écriture d'auteurs qui publient sur Wattpad. Je l'ai jamais ressenti et je sais qu'il y a des très bons auteurs sur Wattpad, mais c'est compliqué pour les trouver. Il faut très bien chercher sur le site. Et pour le coup, ce roman-ci, il a totalement matché avec moi. J'ai ressenti vraiment de très grosses émotions. Et je pense que c'est aussi dû justement à cette thématique de romance qui est une des rares thématiques qui fait que je vais lire de la romance. C'est le côté LGBT que l'on retrouve dans Océan. Et parce que le couple principal est un couple homosexuel. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que j'ai autant accroché. Mais vraiment, je ne m'attendais absolument pas à ressentir autant d'émotions en lisant ce livre-ci. Et je vous le conseille, mais âme sensible, s'abstenir. Parce que vraiment, il y a des scènes très émouvantes où même moi, j'étais au bord des larmes. Donc voilà pour ce bilan annuel. Vous dites-moi en commentaire quelles sont les lectures qui vous sont marquées en bien, en mal, qui vous ont surpris. Et moi, je me retrouve incessamment sous peu pour mon bilan top 10 drama que je pense tourner demain ou ce week-end. Puisque demain, ça m'étonnerait que j'ai le temps.